Avec Nathan, on est tous les deux ingénieurs agronomes. Et on a atterri ici il y a 2 ans parce qu'on voulait voir de nos propres yeux cette agriculture qualifiée d'intensive. Et surtout, parce qu'on voulait aider les céréaliers à faire la transition écologique. En France, les exploitations céréalières couvrent la majorité des terres agricoles. Alors pour nous, c'était d'abord là qu'il fallait penser le changement. Mais pour ça, on a vite compris qu'on allait devoir remonter aux origines de ce système productiviste, pour comprendre un peu mieux comment on en est arrivé là. Alors, Floris et moi, on a décidé de partir à la rencontre des agriculteurs champenois pour qu'ils nous racontent leur histoire. Eux qui ont vu les campagnes se vider et le paysage se transformer radicalement en moins d'un siècle, étaient les mieux placés pour nous expliquer la situation d'aujourd'hui. C'est donc l'histoire de la Champagne que les paysans vont nous raconter. Leur histoire, celle d'une région agricole considérée comme pauvre après-guerre et qui est devenue en quelques années l'une des plus productives du pays. Une histoire sans laquelle on ne peut comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Eh bien, dimanche 26 mai, donc la dernière représentation du film Tu nourriras le monde avec Nathan, qui nous a accompagnés donc pendant 4 jours, 4 soirées. On est ici à Renard-Pince, à Châteaulin, donc on a une idée un petit peu du décor un peu bucolique dans lequel va se dérouler la dernière projection. Voilà, et une partie de l'équipe organisatrice, voilà, Sylvie, qui est vraiment à l'origine du projet. Chantal qui a été un peu, la charpentière, voilà, qui a structuré toute l'action et nos actions. Nathan, le réalisateur, et donc, Nathan, une petite question pour toi. Donc, tu as fait un film sur l'histoire de l'agriculture et son industrialisation à outrance depuis la fin de la guerre, en gros. Et tu es ingénieur agronome. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir ingénieur agronome? Ça nous intéresse au plus haut point. C'est le 4e jour, ça va en steak. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à être ingénieur agronome? Alors à la base, moi, j'ai été plutôt tourné vers la protection des milieux naturels. Quand j'étais enfant, voilà, j'étais amoureux de nature. Et donc du coup, non, mais je peux le tenir, pas de problème. Et j'étais, voilà, j'étais ornitho. Enfin voilà, j'étais amoureux de nature et donc je suis plutôt rentré à la base à AgroParisTech pour faire de la gestion des milieux naturels. Et en fait, en première année, je me faisais pas mal chier en fait à l'école. Et les cours qui m'ont intéressé, c'était une équipe de profs qui c'était l'équipe qui nous a parlé d'agriculture, mais surtout d'histoire de l'agriculture, de politique agricole. Et donc voilà, cette équipe de profs m'a passionné. Et quelques semaines après, je me suis retrouvé à faire mon stage agricole obligatoire pour tous les premières années d'école. Et donc voilà, moi j'étais parigot et donc les élèves sont envoyés comme ça, sans rien y connaître, sur des fermes. Donc moi je m'en foutais, je connaissais rien à l'agriculture. J'ai pris la première ferme qu'on m'a proposée. Je vous passe les détails de pourquoi du comment d'ici, mais je me suis retrouvé chez un éleveur de porcs en plein air dans les Alpes. Et sauf que ça a été une claque monumentale, peut-être la plus grosse claque de ma vie, qui après m'a poussé à aller sur les questions agricoles. Parce qu'en gros, je suis arrivé chez quelqu'un, il y a eu un choc des cultures terrible. Voilà, vous couperez ça si vous voulez au montage, mais vous avez voulu la version longue, alors vous allez la voir. Et non, mais en gros, pour vous expliquer un peu le truc, c'est donc j'avais échangé avec lui pour avoir mon stage. J'avais échangé avec lui 20 minutes au téléphone. Bonjour, je voudrais venir. Ok, bon bah je remplis la convention. Et donc on avait vraiment parlé 20 minutes au téléphone. Donc j'arrive
dans ma petite vallée des Alpes paumées, avec ma petite côte bleue toute propre AgroParisTech. Je marche 20 minutes comme ça, tout seul dans la montagne pour arriver à la ferme. J'arrive dans une magnifique ferme comme ça, perchée sur une montagne magnifique. Et là, je vois donc l'agriculteur dans la cour, voilà, 45 ans, et le boucher du coin qui abat les animaux black. Et en fait, ils me font... Et vraiment, j'enlève ou ne rajoute aucun mot. Le dialogue, c'est ça, c'est bonjour, t'as fait bon voyage, oui. Oui, bon alors tu peux me suivre, on va tuer le cochon. Et donc ils attrapent le cochon, ils l'attachent par les pattes, ils l'égorgent, ils le coupent dans la longueur, ils le coupent dans la largeur. Et ça fait 5 minutes que je suis arrivé, ils me font « Oh le petit, t'as pas peur du cochon ?» Non, non. Et je me retrouve avec un quart de cochon dans les bras, qui pèse très très lourd, je sais pas combien de dizaines de kilos. Donc j'enfonce mes doigts dans la chair fumante et la graisse qui me coule dessus, quoi. J'arrive à la chambre froide, je l'accroche à un crochet. Voilà, donc là ça fait montre en main 15 minutes, puis il vient me voir, il me fait bon on va aller planter une clôture, donc on va dans les alpages, et donc il ramène les pieux et les piquets, et puis il me fait alors comme ça, donc il fait un coup de baramine comme ça, il ouvre un trou, il met le truc, il met un gros coup de masse, il fait voilà, et puis je reviens dans 2h30. Et donc il est revenu 2h30 après. J'avais fait une quasi-insolation parce que j'étais tout seul sans casquette dans les alpages. J'avais littéralement les mains en sang. Je ne rigole pas parce que du coup moi j'aime bien faire bien les choses, mais je savais pas faire. Donc j'ai donné. Il y en avait aucun qui tenait. Voilà, bon ça c'était un peu le contexte, et en fait c'était le mois, il a été extrêmement compliqué parce qu'on n'arrivait pas à parler. Lui c'était comme beaucoup d'éleveurs, quelqu'un qui était en difficulté, qui travaillait plus de 70 heures par semaine. J'ai calculé son revenu parce que on devait analyser économiquement la ferme. J'ai jamais eu la certitude parce que je n'osais même pas lui donner mes résultats. Mais je pense qu'il gagnait moins de 900 euros par mois. Avec plus de 70 heures de travail, je pense qu'il était très très stressé, pour ne pas dire assez malheureux, et avec une femme qui était infirmière, qui travaillait de nuit. Et donc moi je me suis pris une grosse claque quand même, où j'étais déjà sensibilisé un peu. Moi voilà, j'ai grandi dans des quartiers pauvres et tout, et donc j'avais un peu, je comprenais ce que c'était que les inégalités sociales, mais là j'ai vraiment pris une énorme claque qui moi m'a totalement dépaysé. Et à la fin le stage s'est fini, moi j'avais les glandes, hein, parce que le rapport était, enfin voilà, il m'avait jamais posé une question sur moi, et voilà, je m'étais fait vraiment voilà, il y avait eu des moments très difficiles pendant le mois et demi de travail. Mais il m'a payé 300 euros alors que c'était un stage gratuit, et il m'a payé alors voilà, peut-être un tiers de son salaire, en disant bah, si tout travail mérite salaire, tu savais rien faire mais tu t'es donné du mal. Donc voilà, un moment assez qui m'a pas mal travaillé, où je parlais beaucoup avec son vieux père qui lui était plus ouvert sur le monde, mais très aigri, très très aigri. Bah, voilà, il comprenait comment le monde avait marché depuis 50 ans, et donc lui il me disait tout le temps des petits hasards, hein. Il avait croisé François Hollande quand François Hollande était jeune, il était venu sur sa ferme, et enfin des petits hasards comme ça, et il me disait aujourd'hui on a une élite qui est cultivée, qui est, comment il disait, cultivée mais pas intelligente. Et tu vois la différence. Et moi je le prenais comme une attaque personnelle directe, parce que moi j'étais en échec, j'étais le petit agro-paritéquien, mais j'étais en échec vraiment parce que c'est des gens qui ont optimisé leur système comme des malades. Intellectuellement c'est extrêmement prenant. Et en fait je pense qu'aujourd'hui les agriculteurs, la plupart c'est des warriors, mais c'est le produit d'une sélection naturelle, on va dire. C'est les survivants des survivants, donc en général c'est des bêtes du travail, on se rend même pas compte de ce qu'ils sont capables d'endurer psychiquement. Ils font tout, ils vendent, ils pensent, ils investissent, c'est vraiment un métier, c'est l'un des métiers les plus complexes aujourd'hui qui soit. Déjà c'est complexe, mais la société leur aide vraiment pas, les aide vraiment pas. Et donc voilà, il y a eu ce premier truc où je me suis dit ok, donc les profs m'avaient intéressé, j'ai eu cette expérience, et en fait du coup je me suis dit c'est là-dedans qu'il y a des choses à faire. Je pense que pour moi c'était un petit trauma qu'il fallait réparer aussi. J'avais besoin de venir aider ces gens-là, et puis moi de me montrer aussi que je pouvais faire quelque chose là-dedans. Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis lancé, je me suis spécialisé à AgroParisTech vraiment sur les questions agricoles. Et puis je l'ai jamais regretté. C'est vraiment un univers absolument passionnant. C'est le lien avec la nature, avec notre environnement, mais c'est aussi le lien avec notre société. C'est nos racines. C'est de l'économie. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenu ingénieur agronome. Ouais. C'était en quelle année ce premier? Ça, c'était il y a 6-7 ans. Voilà, on est en 2024, c'était en 2017. Ouais.
Et est-ce qu'il y a un ou une prof dans ton parcours, dans ton cursus, qui t'a le plus marqué? T'attends un an, toi. Non, peut-être 2 ou 3. Alors c'est pas des profs, je pense que vous connaîtrez, hein, mais moi je pense qu'on a vraiment donc j'ai fait la classe d'AgroParisTech en dernière année qui s'appelle Développement agricole et agriculture comparée, qui est la classe qu'a créé René Dumont, et on a eu Marc Dufumier en prof. Enfin, voilà, mais dans les profs qui m'ont marqué, c'est une équipe vraiment de profs assez incroyables qui ont presque comment on dit, ils sont presque omniscients en fait sur l'agriculture. J'exagère un petit peu, mais en fait, ils demandent à chaque étudiant d'aller faire des enquêtes extrêmement exigeantes et poussées de faire des diagnostics de l'agriculture de territoire. Nous, on a fait celui en Champagne-Crayeuse qui a donné lieu au film. Donc c'est à la fin, tu arrives là et puis 9 mois plus tard, tu dois connaître du bout des doigts tout sur cette agriculture. Tu dois être capable de dire tous les types de fermes que tu trouves, de donner leurs résultats, tous leurs chiffres, etc. Donc c'est des enquêtes auprès des agriculteurs qui durent 3 heures. Tu récupères tous leurs chiffres, t'enquêtes sur comment est-ce qu'ils travaillent, etc. Et depuis 60 ans, ils envoient des étudiants partout dans le monde et ils gardent précieusement leurs manuscrits. Et donc ils ont vraiment une bibliothèque de je sais pas combien de centaines de diagnostics hyper pointus sur toutes les régions du monde. Et c'est pour ça qu'on appelle ça agriculture comparée. C'est parce que du coup, on est capable de voir comment, et on nous demande aussi un travail d'histoire, de montrer comment les exploitations se sont différenciées à travers les années, comment avec telle loi économique à tel moment, il y a des fermes qui prennent cette direction-là et d'autres cette direction-là. 50 ans après, il y a celles qui ont fait le bon choix, celles qui ont fait le mauvais, qui ont disparu. C'est toute cette analyse-là qu'on doit faire. Et donc du coup, il y a toute cette équipe d'enseignants. Donc voilà, je peux citer Hubert Cochet, Sophie de Vienne, Nadège Garambois, si vous voulez des noms, Olivier Ducourtieu. Enfin voilà, toute une petite équipe qui, voilà, pour moi, font vraiment du super boulot, qui en demandent beaucoup aux étudiants. Mais clairement, c'est des gens extrêmement intéressants. Et le lien avec le film, c'est que le film, en fait, c'est le produit de notre stage en Champagne-Crayeuse, justement notre diagnostic, et c'est aussi, on a transparaît aussi les enseignements qu'on a reçus d'histoire de la politique agricole commune, d'histoire, enfin voilà, c'est un film qui parle d'économie et de politique, et c'est ce qu'on nous apprend justement dans cette classe. J'aurais pu faire une thèse. C'est juste qu'avec ce stage, on avait vraiment gagné la confiance de ce monde de la céréaliculture qui est pas mal critiqué et qui est pas hyper bien connu. Et donc on avait vraiment, on avait visité les usines, on avait rencontré tous les céréaliers, les très gros, les tout petits. Et du coup on s'est dit, on avait créé une association qui s'appelle, Floris a créé une association qui s'appelle Parole de paysans, qui fait des reportages sur l'agriculture pour le grand public et qui avait déjà couvert pas mal de sujets, qui faisait plutôt jusque-là des expositions photos et des podcasts. Et voilà, on a traité par exemple de l'installation des fermes collectives, de la place des femmes dans l'agriculture, de l'adaptation au réchauffement climatique, par exemple en Bolivie. Enfin, c'est des sujets qui sont, c'est des projets qui rejoignent l'ASSO et qui choisissent de leur sujet. Et donc là, on s'est dit, c'est l'occasion de faire quelque chose sur l'agriculture, la grande culture céréalière, industrielle, conventionnelle, industrielle, intensive. Et voilà, et donc on a voulu faire quelque chose qui parle au grand public de cette agriculture-là et qui explique comment est-ce que l'agriculture productiviste industrielle, comment est-ce qu'elle est née, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'en fait elle n'évolue pas vraiment. Et pour le comprendre, il faut bien comprendre les choix qu'on a fait collectivement à travers l'histoire. Et c'est des choix qui sont encore là et qui conditionnent encore cette agriculture-là. Voilà. Et le but pour nous, c'est de recréer du dialogue entre les agriculteurs et le reste de la société. Et c'est un peu de sortir des lieux communs, des préjugés. Et aujourd'hui, voilà, ce qu'on veut montrer, c'est que les agriculteurs,
C'est des gens qui réfléchissent, c'est des entreprises qui agissent dans les règles du jeu qu'on leur donne. Et du coup, si on veut arriver à les emmener dans la transition écologique, comme on le dit dans le film au début, notre conviction, c'est qu'il faut leur en donner les moyens. Donc il faut créer les conditions propices pour que les alternatives, la vente directe, le bio, l'agriculture de conservation, etc., se développent réellement. Et donc voilà, le but, c'est de leur donner la parole aussi, de visibiliser ces gens-là, de mettre des visages et de montrer que voilà, c'est totalement idiot et stérile de penser qu'ils sont idiots, qu'ils veulent mal faire et voilà quoi, c'est en réalité, alors oui, il y a toujours il y a une petite partie du monde agricole qui tire les ficelles et qui a des intérêts à ce que le système se perpétue, mais la très grande majorité des agriculteurs subissent plutôt le système s'ils n'arrivent pas à s'en défaire, quoi. Il faut trouver les bons arguments pour les convaincre aussi. Et voilà, c'est en gros, déjà la première étape, c'est on ne peut pas débattre des solutions à mettre en place si on n'a pas bien compris le problème. Donc nous, le film, il cherche pas à aller, il va pas très loin dans les solutions, etc. Il essaye de bien expliquer les causes profondes des problèmes et qu'on puisse atteindre un consensus minimum, qu'on soit d'accord sur le problème et ses causes. Et après, on peut débattre des solutions parce qu'aucune solution n'est simple. Une solution peut vite avoir des dérives. Et donc voilà, et là, c'est l'intelligence collective qui doit faire son travail. Mais voilà, et le but, c'est que quand on projette le film, derrière, on puisse discuter de façon saine. Et voilà. Alors du coup, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que l'éclairage public et notre documentaire sont dans la même veine de l'éducation populaire, c'est-à-dire transmettre un savoir qui permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. C'est pas de l'art ou pour faire de l'art. Et c'est du savoir qui permet de comprendre comment fonctionne notre démocratie, qui essaye de faire de la politique. C'est pas un gros mot, la politique, c'est un mot noble, c'est juste décider ensemble des règles de la société. Et du coup, l'éducation populaire, c'est expliquer, vulgariser le fonctionnement de notre société. Et c'est un savoir qui est tourné vers l'action politique, vers la prise de conscience politique, vers l'émancipation des citoyens, qui comprennent quels sont les moyens d'agir sur leur vie. Voilà, c'est ça. Du coup, l'éclairage public, en organisant cette tournée, il participe entièrement à cet objectif. Je pense que voilà, c'est effectivement un film qui se revendique de l'éducation populaire. Et le but, c'est aussi de permettre d'apporter ce savoir, comme le fait l'éclairage public, à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller au cinéma. Et donc la question un peu qui est posée, c'est comment arriver à faire en sorte que les différentes parties de la société se réunissent, se rencontrent, se mélangent et pour discuter tous ensemble, quoi. Quelle idée a-t-elle eu ? Eh ben, ok. Mais non, mais la petite question que j'ai envie de poser à Sylvie, du coup, c'est comment lui est venue l'idée et l'envie d'organiser toute cette tournée. C'est un boulot énorme, quoi. Avec ce film-là, ouais. Ouais, bonjour. T'as bien répondu. Là, comme ça ? Ouais, ok. Du coup, c'est exactement tout ce que tu as dit, en fait. Donc, Nathan et Floris, donc, je vais dire les émeutes, en tout cas la colère utile, normale des agriculteurs, quoi, et paysans. Du début de l'année, en fait, Floris et Nathan, ils ont décidé de mettre leur film... je sais pas si je peux le dire, gratuit, en fait, ouais. Gratuit sur le site Parole de Paysans. C'était vraiment généreux de leur part parce que c'est hyper important. Et du coup, j'ai vu le film, j'ai eu le lien par un paysan de la conf. Et j'ai vu le film et ça a été un coup de foudre. Franchement, là, je me suis dit, mais putain, mais c'est ça qu'on attend, quoi. Je vais avoir les larmes aux yeux parce que c'est complètement dingue. Ce film, il est à voir et il est utile et il est exactement vraiment ce qu'on attend. En tout cas, moi, ce que j'attendais, mais je pense qu'on est plein à attendre ça. C'est que, il raconte l'histoire, putain,
cette histoire dégueulasse, quoi, depuis post-guerre, enfin des années 50 à aujourd'hui, cette histoire qui détruit le monde paysan, qui détruit la terre, qui détruit tout le monde, quoi. Et on le sait, et moi je comprenais rien, quoi. Et là, eux, ils expliquent que c'est un fait, quoi. C'est comme ça, ils sont assez intelligents pour avoir fait le film de manière subtile, c'est les faits. Et puis à la fin, quand même, ils font ce cadeau, ils posent les questions et on fait quoi et voilà. Et eux, ils ont les réponses, hein, de toute façon. C'est des jeunes agronomes et je pense qu'ils étudient pour trouver les réponses. Et je me suis dit, il faut inviter. Ah sur le menton, si ça peut être. Là. Et il faut inviter les. Ouais, voilà, je me suis dit, ils posent les questions, il faut qu'on invite les réponses, quoi. Les réponses, tous les gens qui font des choses pour que justement ça change et qu'on arrête de nous mentir, qu'on arrête de nous tuer en bouffant, là, c'est dégueulasse. Et voilà, et du coup, je me suis dit, quitte à le faire venir, je l'ai contacté tout de suite et comment je pouvais faire pour avoir... Oh, je me rappelle plus. Enfin bref, de toute façon, ils ont dit oui tout de suite. Et du coup, j'ai demandé, j'étais adhérente de l'association Éclairage Public, association d'éducation populaire, et j'ai demandé s'ils étaient OK pour suivre le projet, donc d'une tournée sur 4 jours. Je ne savais pas du tout où on s'embarquait, c'est énorme, 4 jours, enfin bref. Enfin, tout le monde a suivi, c'est une aventure géniale. On a invité des gens extraordinaires, on en invite encore, je parle beaucoup aussi, hein. Et on en invite encore beaucoup cet après-midi. Là, on est à Renard-Pince, on est accueillis dans une ancienne ferme. Donc tout est merveilleux et il faut voir le film et puis il faut croire, il faut y croire, quoi. Enfin, ouais, tu disais les citoyens, en fait le paysan c'est aussi un citoyen, c'est un consommateur aussi, enfin, on est tous dans la même barque et on a vraiment besoin les uns des autres et en fait j'en avais marre qu'il y ait l'agriculteur, le paysan et moi la consommatrice, en fait non, on est les mêmes. Je mange, ils mangent aussi les paysans et enfin voilà, on a besoin les uns des autres, c'est la base. Voilà, enfin faut aller voir ce film. Il faut écouter Nathan, Floris aussi sûrement, et l'éducation populaire qui permet, enfin voilà, soyons tous ensemble. Voilà. Et tout à l'heure, il y a une musique en plus qui vient, c'est le hasard avec Renard-Pince, qui vient et qui dit mange la vie avec les doigts, enfin tout est plein de... Enfin voilà, on va être heureux, quoi. On a déjà eu plusieurs projets, l'évasion fiscale, l'enseignement, je ne sais même plus ce qu'on a fait d'autres. Et l'agriculture, c'est vrai que de toute façon, nous, on habite quand même un territoire super agricole, avec quand même de nombreuses questions sur les porcheries, l'extension des porcheries, la qualité de l'eau, les marées vertes, etc. Donc ça paraissait, de toute façon, c'était une thématique qui était évidente sur notre territoire et qu'en plus on est tous, toi tu es de la campagne mais nous on est plutôt en ville, André sur Morlaix, moi sur Landerneau, mais effectivement on a envie de s'adresser aussi aux gens qui sont dans les campagnes, donc l'agriculture c'est quand même c'est l'essentiel, hein. Donc ça paraissait évident et le projet, moi je l'avais vu le film à Landerneau parce qu'il y a Terre de Liens qui l'avait diffusé au mois de novembre, donc le film je savais ce que c'était et effectivement il m'avait beaucoup plu, donc il fallait y aller, quoi. Et puis Sylvie elle a fait tout le boulot de contact. Donc après, il s'agissait juste, nous, qu'on la suive, qu'on lui amène nos compétences d'organisation, voilà. Enfin, ça paraissait... et ça, c'est complètement dans l'idée de l'éclairage public. Je le rappelle, à chaque fois je le rappelle, c'est que le sous-titre, c'est « Fini de se taire ». Donc c'est vraiment qu'on ne veut pas se la fermer. Voilà. Et donc c'est aussi un moyen de l'ouvrir et qu'en plus là on a la chance d'avoir Nathan, le co-réalisateur, et qu'on a des super intervenants. Ils ont tous des choses super intéressantes à dire. Ça permet de rencontrer plein de gens. Et enfin moi c'est ce que je préfère, je crois, dans la vie, c'est rencontrer des gens différents, pouvoir échanger, pouvoir s'enrichir mutuellement. Et donc ce projet super, moi je redémarre quand vous voulez.
Nos intervenants du jour à Châteaulin aujourd'hui, donc nous avons Nathan qui est présent, co-réalisateur pour la 4e journée. Et puis nous avons Julien Talec qui est paysan, éleveur de bovins à viande à Brénilis et qui est porte-parole de la Confédération paysanne du 29. Nous avons Hervé Ferrière qui est enseignant, chercheur, historien à l'UBO, spécialisé dans les questions d'environnement, qui est présent avec nous. Et nous avons, alors comment il s'appelle, Emmanuel Antoine de Graines de Liberté. Donc c'est la promotion de semences pour qu'on retrouve tous nos libertés et qu'on ne dépende pas des grands groupes comme Monsanto, etc., qui nous imposent leurs semences, qui en plus n'ont plus de résistance, voilà, qu'on gagne en liberté alimentaire. Et puis nous avons en présence la librairie de Brasparts. Nous avons Joanne qui est illustratrice, écrivaine, qui propose ses livres. Et nous avons, alors ils ne sont pas encore arrivés, mais nous avons la SCI de Trémargat. Donc la SCI, c'est une organisation qui permet à des jeunes agriculteurs d'acquérir des terres, hein, voilà, qui aide dans le foncier et qui vient essayer de répondre au problème de l'accaparement des terres. Nous recherchons actuellement parmi ces variétés celle qui donnera pour l'ensemble le meilleur rendement allié à la meilleure qualité. Pour obtenir ce rendement, eh bien, plusieurs moyens sont mis en œuvre et ce que l'on cherche surtout, c'est d'obtenir des blés courts. Ils peuvent supporter des quantités d'azote plus importantes qu'un blé plus long. Tout nourrira le monde, donc le film de Nathan Pirard propose, et de Floris Schriger, pose les questions en fait, comment on s'en sort du productivisme. Et donc du coup, nous avec l'éclairage public, on a décidé, c'est un parti pris, hein, d'inviter les réponses. On n'a pas voulu un débat contradictoire, mais d'inviter les réponses pour donner l'espoir, enfin pour montrer qu'on peut en sortir et qu'on peut être heureux, qu'on peut bien manger. Et Emmanuel Antoine de Graines de Liberté propose justement une réponse, une solution. Enfin, voilà, je te laisse expliquer. Une solution, c'est bien ambitieux, mais une solution, c'est bien ambitieux, mais effectivement, à travers les graines, comme la graine est un peu à la base de toutes les filières alimentaires, c'est de regarder à travers la graine, c'est le rapport au vivant, et donc à travers le rapport au vivant, c'est un autre rapport à l'alimentation qu'on entretient. Voilà, et on trouve que c'est très intéressant de participer à ce type de débat pour nourrir le débat, parce que ça, vraiment, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'engager des débats par rapport à des responsabilités qu'on doit prendre rapidement. Mais pour ça, il faut effectivement que le débat soit ouvert avec l'ensemble de la société, et ce film y contribue. Voilà. Et du coup, la graine, c'est aussi permettre, enfin c'est une question que je vais te poser, permettre l'autonomie du paysan, enfin sa liberté, enfin de se libérer de l'emprise de la FNSEA, peut-être on peut le dire carrément. Oui, enfin non, ce qui est important, la graine, c'est pour le paysan, c'est retrouver la relation, pour maîtriser ses choix de culture, mais aussi pour mieux maîtriser sa relation au vivant, parce que le vivant est en train d'évoluer avec le changement climatique. Donc finalement, refaire ses graines pour un agriculteur, c'est retrouver tout le cycle du vivant. Et comme le vivant aujourd'hui est très bouleversé par le changement climatique, c'est très important que ce savoir-faire revienne dans les champs plutôt que dans les laboratoires. Voilà, alors Graines de Liberté, c'est né d'agriculteurs, de cuisiniers qui étaient très inquiets de la fusion Bayer-Monsanto, en disant si ces grosses boîtes prennent le contrôle sur nos semences, elles vont prendre le contrôle sur toute notre alimentation. Donc pour nous, ce qui est très important, c'est que les graines, non seulement c'est des êtres vivants en dormance, parce que ça s'appelle un être vivant en dormance, mais ce qui est pour nous très important, c'est qu'une graine doit rester un bien commun libre de droit. C'est-à-dire qu'on refuse la privatisation du vivant, tel que le veut des entreprises comme Bayer, Monsanto, Syngenta, Limagrain, etc. Voilà, donc pour nous, la question, c'est comment on sort le vivant du régime, notamment vivant végétal, du régime de la propriété. Voilà, et c'est pour ça qu'on a créé cette coopérative. Et comment on en sort? On en sort en valorisant le métier d'artisan semencier, c'est-à-dire de ramener la capacité à produire ses propres semelles au plus près des lieux de culture. Bonjour Olivier. Enfin, Olivier nous a fait le plaisir de
d'accepter notre invitation et de nous proposer, qui tient une librairie à Brasparts, de nous proposer donc une collection de livres sur le thème de l'agriculture et la question paysan et l'engagement en fait. En fait, tu vas beaucoup mieux expliquer ça, mais enfin, bienvenue Olivier et merci de participer au projet. Merci beaucoup Sylvie et merci à l'éclairage public de nous avoir invités dans ce lieu Renard Pons qu'on aime beaucoup. Et donc oui, on est une librairie, on a fêté les 10 ans il y a déjà quelques temps, mais on est aussi une association Livre Libre et on souhaite porter des textes de petites structures éditoriales, accueillir des auteurs. Et puis là on a une sélection sur la question paysanne et j'ai envie de parler de ce texte que je considère comme particulièrement important à faire connaître, à lire surtout, et voilà, qui apporte beaucoup. Il s'agit de reprendre la terre aux machines, l'atelier paysan qui avait été initialement édité au Seuil, mais là, collection Anthropocène, mais là c'est une nouvelle édition, point. C'est vraiment pas trop cher, c'est 7 euros. Et l'intérêt de ce texte, c'est que ce réseau, l'atelier paysan, repose sur donc des ateliers qui sont installés depuis une douzaine d'années, depuis Grenoble. Et là, il y en a 2 qui sont installés, je crois, en France. Ils forment donc des paysans et ils soutiennent les paysans avec ces ateliers. Et il y a cet ouvrage collectif qui est remarquable parce que ça repose sur 12 ans d'un travail concret, d'un lien profond qu'ils peuvent développer avec le monde paysan. Et c'est une vision politique vraiment importante. Et voilà, et pour ça, j'ai le plaisir de vous en parler, parce que je pense que c'est important que cet ouvrage soit diffusé. Ouais, reprendre la terre aux machines. L'atelier paysan. Et bien maintenant, là, on est autour du stand de Johanne Jiquel, donc ancienne paysanne, on peut dire ça. Voilà. Et qui a fait une sorte de reportage photographique sur l'histoire de paysans et paysannes bretons et bretonnes. Et donc, qu'est-ce qui t'a décidé ou qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce projet et qu'est-ce que tu en attends, par exemple ? Je vais essayer de te répondre. Alors en fait, effectivement, j'étais dans le métier, donc j'ai été paysanne boulangère pendant une dizaine d'années. Je suis sortie du métier pour plein de raisons liées à des choses aussi bien personnelles que professionnelles. Et un des gros sujet de ma carrière, on va dire ça comme ça a été notamment l'accès au foncier agricole pour pouvoir avoir une installation confortée, etc. Puisque j'ai dû trouver un peu des biais pour m'installer et avoir cette activité. Et donc je me suis rendu compte pendant ma carrière agricole que la vie était évidemment pas de tout repos. On s'en doutait, j'étais pas naïve à ce point-là. Mais en tout cas, j'ai pu aussi rencontrer beaucoup de gens, me rendre compte de leur investissement, de leurs engagements aussi, donc en faveur d'une planète un peu mieux préservée. Enfin, en tout cas, voilà, toute une réflexion menée sur les enjeux écologiques et économiques d'alimentation, enfin, énormément de choses. Je suis sortie du métier et très vite, j'ai eu envie de retémoigner en fait de ce qu'était l'agriculture. J'ai constaté quand même une méconnaissance assez incroyable du monde agricole et surtout beaucoup d'a priori sur le bio, c'est-à-dire c'est cher, etc. Il y a un moment, la militante en moi, la femme engagée, a dit c'est n'importe quoi en fait. Les gens n'ont jamais fait une étude de prix vraiment sérieuse parce qu'ils se rendraient compte que non. Enfin bref, et en tout cas j'ai eu envie de témoigner de l'agriculture en allant à la rencontre des femmes puis des hommes. Voilà. Pour faire cette agriculture dite intensive, effectivement, c'était notre sauveur. On protégeait contre les insectes, on protégeait contre les maladies, on protégeait contre les adventices, on protégeait contre tout, ce qui fait qu'on a eu un niveau de production qui est monté de façon exponentielle. Bon, alors du coup, là on me demande de faire mon nouveau documentaire maintenant. non, mais ça fait 2 ans que je me suis pas retrouvé avec un micro dans les mains.
Mais ouais, bah, du coup, moi de toute façon j'avais envie de te poser ces questions-là, donc ça se passe ça tombe très bien. Je voulais savoir, ouais, déjà un peu là dans les années 50, tes parents, la ferme, c'était quoi, combien d'hectares et à quoi elle ressemblait à l'époque, quoi? La ferme était très petite, hein. C'était des parcelles, des surfaces de 4-5 hectares. Ah ouais, ok. C'était vraiment agriculture vivrière, hein, tu sais. Hein. Moi, je rappelle, mon père, il fallait qu'il aille bosser chez les voisins pour, boucler aussi, avoir à bouffer, quoi. Hein. C'était comme ça. Hein. C'est dans ces années-là qu'il y a eu l'exode aussi rural, que les gens sont partis bosser sur Paris. Donc, ils sont partis bosser à la SNCF, à la RATP, chez EDF, tout ça. Donc, et ceux qui sont restés, ils ont trimé jusque dans les années 60. C'est là qu'il y a eu la politique agricole commune, la première PAC, si on peut dire, qui s'est mise en place. Parce que, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un plan de modernisation de l'agriculture parce qu'il fallait nourrir l'Europe, en fait. Et du coup, c'est là que les premiers tracteurs sont arrivés, car jusque-là, tout était fait avec les chevaux. Moi, je me rappelle encore, je suis né en 55, moi. Donc, je me rappelle de voir mon père labourer, travailler, préparer la terre et semer avec les chevaux. Mais 5 hectares, du coup, c'était vraiment une toute petite exploitation à ce moment-là. Et en 60, c'était toujours 5 hectares. Après, ça a évolué au fil de l'eau, forcément. Quand certains partaient, c'était l'exode pour aller bosser sur Paris, forcément, il y a des surfaces qui sont libérées parce qu'il n'y avait plus de paysans ou de personnes pour reprendre. Ils avaient choisi d'aller faire autre chose parce que la vie était trop dure ici. Et du coup, tes parents, vous avez tous connu, j'imagine, le remembrement. Enfin, tes parents ont connu le remembrement, ça s'est passé comment Donc, le premier tracteur est arrivé chez nous en 1963. Et là, c'est vrai, ça a été tout le développement du machinisme agricole qui s'en est suivi. Et puis là, ça s'est développé à une vitesse phénoménale, car les banques ont commencé à prêter aux paysans parce qu'il y avait tout un développement qui allait se déployer, quoi. Donc, bien sûr qu'ils voyaient aussi leur intérêt. Donc, après, alors, dans les années 70, il y a eu un autre épisode pour le développement, les années 70, 72, le maïs. C'est là que cette plante est arrivée. Alors là, le machinisme, il s'est complètement emballé, car là, il fallait des tracteurs plus puissants, des remorques pour transporter l'ensilage, des ensileuses, au départ, c'était des ensileuses tractées pour récolter et broyer le maïs. Et après, alors, c'est monté crescendo avec des ensileuses automotrices. Et en même temps, ça s'est passé donc de domaine de maïs, mais pour les céréales, c'était la même chose. Au départ, c'était les lieuses, les batteuses. Après, ça a été la moissonneuse-batteuse. Donc tout ça, et ça s'est développé en même temps, tout ça. Toi, tu étais né à ce moment-là ? Moi, je suis né en 55. Moi, j'ai vu cette évolution-là. C'est quoi ? Tu as des souvenirs un peu marquants de cette époque-là ? Il y a des choses qui t'ont marqué ? C'était assez magique quand on a vu la mécanisation arriver, les premiers tracteurs, les premières charrues. C'était formidable. Et on appelait ça le progrès. Et du coup, tout le monde s'attelait à ce qui se passait, quoi, en fait. Et après, ça a suivi alors avec forcément le développement des productions animales. Et là aussi, notamment dans notre région, par le développement du hors-sol, surtout dans le centre-Bretagne, ici, c'était les poulaillers industriels, quoi. Car il y avait les abattoirs à côté, il y avait l'abattoir Tilly à Gare-l'Esquin, pas très loin d'ici. Tu avais l'abattoir Doux à Châteaulin, tu avais tous ces abattoirs qui étaient, à proximité.
Donc ça c'était en volaille, mais en bovin c'était pareil. Il y avait un gros abattoir sur Guingamp, Beef Armor qu'on appelait ça. Après il y avait ici sur l'Ampol Guimilio, tout ça, Gade pour le porc, et puis l'Emballe alors pour le cochon, la Cauperle. Donc tu dis, donc il y avait, donc en fait ouais c'est quand même un peu partout, mais vous chez vous ça a donné bon la mécanisation comme partout, mais le maïs et les animaux. Et justement quand la mécanisation est arrivée, comme on avait un parcellaire très morcelé, ben il y a eu toute cette opération de remembrement qui a été réalisée. Ça n'a pas été fait dans toutes les communes, mais quand ça a démarré, là, ça a fait fort. Hein. Et ça a provoqué des électrochocs. On avait l'impression de perdre notre identité au vu de la quantité de talus qu'on a détruits. C'est ça, moi c'est un peu la question que je me demandais. Est-ce qu'il y a des trucs... Enfin, pour vous, ça s'est passé comment? Parce que tu me dis, ouais, voilà, c'était la mécanisation, c'était génial, il y avait les tracteurs, mais... Ça s'est fait au détriment, justement, du parcellaire. Certainement qu'il y avait besoin de restructurer des parcelles et tout ça, mais pas à raser comme ils ont fait, car là, c'était une destruction massive. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu un travail de fait, justement, sur la perception des habitants et les agriculteurs de ça. Je ne sais pas s'il y a eu un travail sociologique, je ne sais pas quoi. Je pense que il y a des choses en cours. Et parce que c'est maintenant qu'on se dit que, tu vois, on s'est raconté que le remembrement, c'était arrivé comme quelque chose d'inéluctable, de naturel, mais apparemment, à l'époque, ça a été un peu effacé, mais en fait, il y a eu des grosses protestations parfois. Chez nous, dans une commune voisine, à Trébrivant, ça a été fort, hein, parce qu'il y avait déjà eu un peu de recul par rapport à des communes qui avaient fait avant. Et du coup, là, il y a eu une mobilisation, une contestation forte. Et là, c'était les CRS qui gardaient les bulles. Et je me rappelle, j'avais assisté à une manif. Et là, c'était les femmes qui se mettaient couchées devant la lame du bulle. Et toi, c'était fort. Ah ouais, parce qu'on commençait à avoir un peu de recul des excès qu'on avait faits. Et toi, justement, tes parents, vis-à-vis du remembrement, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Après, chez nous aussi, il y a eu l'arasement de talus, mais la commune où j'habite n'a pas été remembrée. Et la commune voisine aussi n'a pas voulu. Il y a eu des réunions publiques et tout ça, et du coup, il y avait beaucoup de débats et les maires n'avaient pas le courage d'aller contre quand même l'avis de la population, quoi. Et ça s'est quand même fait au fur et à mesure des années ou aujourd'hui ça se voit que ça n'a pas été remembré à l'époque? Aujourd'hui ça a changé de décor car l'arasement il a continué. Au fur et à mesure que les fermes se sont agrandies, les arasements ont continué. Et là, ces dernières années, alors là, on a enclenché la surmultipliée, hein, parce que les engins sont devenus de plus en plus larges. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une ferme qui s'agrandit, il y a des talus qui sautent. Et du coup, sur le secteur, on a créé un mouvement, justement, on appelle ça l'éclosion, les talus, protection des talus, et du coup il y a un mouvement très actif sur notre secteur là justement pour empêcher ça et puis pour dénoncer ça. Et du coup ça mobilise bien. Là il y a eu une réunion, ça fait pas longtemps, au mois de juin il y a une note à Spézène. En fait on tourne sur notre territoire du centre-Bretagne justement pour sensibiliser et faire connaître l'utilité et la nécessité d'avoir des talus. Le talus, c'est le principal allié de l'agriculteur. Et ça, ce n'est pas enseigné nulle part. Le meilleur allié de l'agriculteur, c'est la haie. C'est le bocage. Après, certainement qu'il fallait araser certaines... Mais après, il fallait penser à replanter. Moi, en 2001, pour prendre mon exemple, j'avais 65 hectares. Et comme j'avais opté pour optimiser le pâturage, donc les animaux dehors, j'ai redispatché mon parcellaire, si tu veux. Il ne fallait pas qu'une parcelle dépasse 4 hectares. Donc j'ai replanté 3,5 km de talus, ce qui représentait 1600 arbres. Et aujourd'hui, sur la haie,
sur la ferme en linéaire de haies, puisque les enfants, quand ils ont repris après moi, ils ont aussi agrandi, hein, puisqu'il y a des terres qui se libèrent. Donc la ferme fait 120 hectares et sur les 120 hectares, on a 40 km de haies. Donc de Morlaix à chez nous, 40 km de haies qu'on a à entretenir et, et à gérer. Et et j'en suis fier de ce bocage-là. Et puis c'est celui-là qui m'anime tous les jours, d'avoir ce beau paysage. Et en fait, ça profite à tout le monde aussi, que ce soit les citoyens, les vacanciers qui visitent. Ben, ils aiment bien avoir des arbres et des talus qui sont entretenus, qui sont gérés. C'est de plus en plus difficile pour des jeunes de pouvoir acheter. Pour vous donner un exemple, une ferme donc de 100 hectares de foncier agricole en plaine céréalière, sur une base de prix de 15-18 000 euros de l'hectare, c'est tout de suite 1,5 million, 1,6 million, 1,8 million, 2 millions d'euros à mettre sur la table pour reprendre cette ferme, juste sur la partie foncière. Bon alors du coup, je vais vraiment te poser les questions comme j'ai envie de te les poser, parce que c'est un peu improvisé là. Et du coup, j'ai un peu envie que tu m'expliques un peu votre structure. Donc voilà, une question un peu bateau pour commencer, mais c'est quoi la SCI quoi? SCI de Trémargatno, une société civile immobilière. Beaucoup de gens découvrent qu'on peut acheter de la terre en SCI sur purement un statut. Nous, c'est une SCI citoyenne avec une particularité qu'elle a un capital ouvert. Il existe pas mal en agricole maintenant de SCI qui se sont créés un peu comme des GFA pour soutenir certains projets ou pour acheter collectivement, mais dans le but d'un projet bien précis. Nous, ça s'est lancé comme ça, mais dès le début, on l'a pensé ouverte. On a porté un premier projet il y a une dizaine d'années avec l'installation d'un couple qui s'était mis à faire du fromage de brebis et puis de la viande en salers. Et puis voilà, maintenant on en est à 3 projets agricoles. Avec une notion qui est apparue après, qui est maintenant un peu une réflexion ou un positionnement plus qu'une réflexion de vigilance un peu foncière sur un territoire. Nous, on voudrait pouvoir se poser un peu en acteur, essayer d'avoir un petit regard sur un peu l'orientation des terres agricoles et puis avoir de quoi s'opposer si on veut ou préempter si on a besoin sur un projet qu'on trouve qui ne colle pas au territoire ou qui ne colle pas un peu nous à notre maillage. On a la chance d'être sur une petite commune et un petit territoire où il y a quasiment que des fermes en bio, pas que, mais plein de petites structures avec beaucoup de valorisation en vente directe. Donc on est content de conserver ce maillage-là et il n'y a pas beaucoup de grosses fermes. Donc quand il y a des... Mais du coup, concrètement, c'est quoi? C'est des gens qui, s'ils veulent, peuvent investir. Comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas du tout ce monde-là, ce système-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Devenir sociétaire, c'est-à-dire c'est un placement financier, tout à la base tout bête. Plutôt, nous on le veut un peu solidaire et un petit peu engagé, mais pas obligatoire. Là aujourd'hui, par exemple, on a 220 ou 230 associés sociétaires pour un capital de autour de 130, 140 000 euros. La part est à 100 euros. Les gens peuvent placer de l'argent en achetant des parts. Ça reste un placement, c'est-à-dire que c'est une somme qui peut être récupérée quand les gens peuvent en avoir un besoin ultérieur, quoi. Et l'objectif, c'est quoi? Pourquoi vous avez créé cette SCI? C'est quoi votre grand objectif derrière? Le premier objectif, c'était une réflexion qui avait émané du conseil municipal, où on essayait de trouver une solution, réfléchir à une possible solution, justement sur le devenir des terres, les transmissions, transmission d'exploitation, mais pas que, parce qu'on a voulu la SCI un peu ouverte aussi, pas que sur l'agricole, sur l'artisanat et en zone un petit peu activité, pour des petits artisans ou des petites structures autres qu'agricoles. J'en ai perdu mon fil. Non, mais ça y est, je viens de comprendre, c'est pour ça que vous dites une SCI ouverte, c'est qu'il n'y a pas que de l'agriculture. Voilà, il n'y a pas ouverte, alors c'est plus sur le côté capital qu'on dit un peu ouverte, mais elle ne se veut pas non plus que agricole, c'est une SCI sur un territoire, pour un peu toutes les activités de ce secteur-là. Et après, le but premier, c'est d'aider quand on le peut des jeunes à s'installer.
ça peut être purement financier. Hein. Des jeunes sur un projet, l'accès à la terre, ça peut être un gros budget et ça peut être compliqué. Quand il y a un collectif qui peut investir ensemble, avec la dimension sociale où la terre agricole, pour nous, il n'y a pas réellement de besoin à ce que ce soit uniquement les agriculteurs qui soient propriétaires. À la base, nous, on produit et on vend nos produits à la population, et que la terre redevienne un petit peu citoyenne et un petit peu collective, ça a du sens pour nous. C'est-à-dire que les consommateurs se réapproprient aussi et prennent une part dans le cycle de leur consommation. Et concrètement, si tu peux me donner un exemple concret d'un projet, pas rentrer dans le détail, mais la SCI, elle a fait quoi, qu'est-ce qu'elle a permis, tu vois, sans rentrer trop dans le détail, mais qu'on ait une image concrète de qu'est-ce que peut faire une SCI et la vôtre. Elle s'est créée il y a 10 ans. En premier achat, ça a été une ferme qui partait avec un départ en retraite. Donc la SCI a acheté, j'ai plus en tête précis, mais autour de 25 hectares pour permettre à des jeunes qui avaient déjà une petite installation en brebis de conforter leur installation et puis d'arriver au bout de leur projet, c'est-à-dire brebis plus vache salers. Donc la SCI a acheté, le groupe s'est constitué avec des sociétaires, le capital nécessaire pour acheter ces terres-là et les mettre en location. Voilà, premier projet. Et à la suite de ça, un deuxième projet, c'est un achat d'une dizaine d'hectares avec la location de 6 hectares qui sont mis à location pour une création de maraîchage. Il y a des maraîchers qui se sont installés grâce à la SCI sur des terres à Trémargat. Et du coup, vos moyens d'action concrets, tu dis, ça peut être du rachat, ça peut être du portage, ça peut être de la préemption. C'est quoi vos leviers, vos possibilités d'action concrètes ? Alors ils sont menus pour l'instant, mais c'est une vigilance sur l'orientation des terres un petit peu sur notre secteur, possiblement de l'achat pour permettre des installations ou de conforter aussi d'autres exploitations. Moi, le premier, par exemple, je suis producteur de fromage de chèvre. Je suis locataire avec ma compagne de 3 hectares de la SCI. Et ça me plaît bien, ça nous a rajouté 3 hectares et ça nous a donné un petit peu de confort. Et de les avoir de façon collective, ça a du sens pour nous. Donc les leviers, c'est installation, mais pas que, confortation. Et puis on est ouvert un peu à tout projet. C'est autant l'accompagnement humain des gens qui peuvent porter des projets que l'accompagnement de tout ce qui est déjà existant sur un territoire, quoi. Et là, c'est une question un peu naïve de ma part. C'est quoi la différence avec Terre de Liens, par exemple ? La réserve foncière Terre de Liens, c'est un petit peu c'est le même principe. Hein. Nous, à toute petite échelle, voilà. Et tu as dit que vous pouviez préempter ? Après, on peut préempter à partir du moment où on se positionne sur une vente. Voilà, on peut préempter en présentant un projet. Hein, au niveau de la SAFER, on peut en étant quand ça concerne des terres limitrophes, par exemple, sur notre territoire, on peut avoir une légitimité avec des appuis des locataires avoisinants ou bien d'un projet sur ces terres-là, de gens qui sont résidents sur place. On peut avoir une légitimité à demander, préempter, c'est pas réellement une préemption, mais à se positionner sur un projet aussi ou sur une cession. Ouais, je voulais vraiment comprendre. Désolé. Et peut-être une dernière question, c'est tu penses qu'aujourd'hui des projets comme le vôtre sont nécessaires ? La question est mal posée. Comment je le dirais ? C'est un peu. J'aimerais bien que tu me parles un peu des enjeux qui font qu'il y a besoin de ce genre de structure aujourd'hui, quoi. Oui, nous l'idée, on aime bien communiquer là-dessus parce que ça pourrait exister partout. C'est une façon de se réapproprier un petit peu son territoire. Ça peut se faire de la même manière partout en France, hein, dans tous les villages, dans tous les endroits où il y a une dynamique un petit peu citoyenne et un petit peu militante. Bien sûr, il y a des valeurs derrière. C'est pas dans les endroits où les voisins ne se connaissent pas que ça peut fonctionner, mais ça serait important que ça se développe. Alors Terre de Liens a un gros maillage, hein, mais ça reste anecdotique encore. Hein. Le foncier, c'est encore un gros tabou et encore une omerta énorme derrière le foncier et la propriété. Donc ça aurait du sens de pouvoir
reproduire ce projet-là. Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui sur le foncier. Il y en a aujourd'hui, il y en a toujours eu, je pense. C'est quoi les problèmes sur le foncier dans l'agriculture La même vision du problème. Hein. Le problème, c'est le prix de la terre déjà, le prix qui s'envole, qui continue de s'envoler de plus en plus, avec des moyens qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et puis après, de moyens et puis d'accès à la terre. Hein. Globalement, on voit le maillage agricole, il se perd. Nous, on a la chance d'être dans un secteur où on a énormément de petites fermes, mais dans la majorité des secteurs, il y a de moins en moins d'exploitations qui sont de plus en plus grosses et qui pèsent de plus en plus lourd au Crédit Agricole ou n'importe quelle banque, et puis qui achètent et les yeux fermés. Donc pour des jeunes, c'est un peu comme l'immobilier pour les jeunes sur un secteur où ça devient de plus en plus compliqué de se trouver un logement et d'acheter son logement, sa maison ou son appart dans des... Et du coup, aujourd'hui, c'est combien la SCI, elle est intervenue sur combien d'hectares et il y a combien de personnes installées? On est donc réellement installés, il y a 2 fermes qui ont été installées par la SCI. À ça, on rajoute 2 autres fermes qui sont confortées par la SCI. Ça représente une 40aine d'hectares, donc sur une petite dimension, et une zone d'activité sur laquelle on a en location une société, c'est pas une société, un groupement autogéré là, de petits artisanats, de projets de petits artisanats, qui seront présents dimanche à une prochaine projection. Et c'est combien de personnes, grosso modo, ou d'emplois? À la SCI ou le... Ce que vous avez permis avec la SCI? Et du coup, les maraîchers maintenant, c'était 1 au début, mais ils sont 2 maintenant. Donc il y a 2 salariés 2 personnes qui sont sur cette exploitation-là, 2 autres sur les brebis et puis les salaires. C'est 5-6 emplois sur ce secteur-là, quoi. Et c'est quoi vos envies, vos rêves un peu d'évolution de la SCI? Nos rêves, moi ça rejoint ce que tu disais avant, c'est que moi je suis rentré en gérance il y a 4 ans dans cette SCI là, j'en suis bénéficiaire aussi, j'ai pas envie de devenir gérant d'une SCI monstrueuse, je préférerais qu'elle sème et qu'il y ait 5 ou 10 autres petites SCI du même acabit, gérées par d'autres petits collectifs. Dans un tout premier temps, on a relancé nous un peu une démarche de com sur la SCI pour augmenter un peu notre capital de façon à se créer une petite réserve foncière possiblement foncière et économique en premier pour pouvoir avoir de quoi intervenir. On arrive un peu à un cycle de nos SCI, elle a 10 ans, donc on arrive à, la SCI ça reste un placement pour nous, pour les sociétaires, donc il y a des gens qui demandent à récupérer leur placement, donc il faut qu'on puisse honorer ces remboursements-là, donc retrouver des nouveaux sociétaires pour remplacer ces capitaux-là, et puis si on veut pouvoir être acteur sur le foncier localement, il faut qu'on ait un peu de sous d'avance pour être capable d'agir rapidement quand il y a un besoin d'intervenir ou de soutenir un projet, quoi. Donc c'est un petit rêve, un doux rêve à moyen terme. Je suis prêt à faire du bio. S'il faut faire du bio, on en fera. Mais qu'on me paye, quoi. Et que le consommateur, aux grandes surfaces, soit prêt à payer où l'État intervient, je sais pas. Mais déjà qu'on nous paye, nous. Et t'es passé au bio assez tôt, toi? Je suis passé au bio un peu malgré moi. Parce que, 1992, il y a eu une nouvelle réforme de la PAC. C'est-à-dire que là, on allait rémunérer directement les agriculteurs par rapport aux surfaces de culture qu'ils mettaient en place sur leur ferme. Et ça a posé un problème et ça m'a interpellé aussi. Moi-même, sur ma ferme, j'étais en questionnement. Pourquoi que l'herbe n'était pas primée? Il n'y avait que les cultures. Donc, du coup, on orientait un système de production et une orientation. Et c'était l'Europe, par les décisions prises à Bruxelles, qui orientait ça. Et du coup, j'étais en réflexion, je disais, parce que j'étais dans un système très intensif, très performant, puis on dégageait du revenu. Moi, j'ai toujours dégagé du revenu sur ma ferme. On travaille d'abord pour un revenu. Et je mettais tout en œuvre pour qu'il y ait du revenu. Parce que mon épouse travaillait avec moi, on avait 3 enfants, il fallait assurer tout ça.
Et comment dire. Mais j'étais en questionnement et la question s'est posée pour être encore plus performant. On avait adhéré à un groupement d'achat pour les produits, l'achat des produits phytosanitaires. Donc on se retrouvait, il y avait tout un groupe là, on se retrouvait sur la région de Rostrena là pour réceptionner les phytos qu'on avait commandés. Et c'est là que j'ai pris conscience. Il y avait un semi-remorque pour une quarantaine d'agris, tu vois, un semi-remorque de pesticides. Du coup, Ouais, tu t'es dit tout ça, ça part dans les champs, quoi. tout ça, ça part dans les champs. Et encore, il y en a qui faisaient du Réapro à la COP locale, là, puisque quand tu fais une commande groupée comme ça, tu anticipes un peu les choses. Tu commandais ça en morte saison, novembre-décembre, pour la saison après, quoi. Donc après, tu allais en appoint, en Réapro. Donc ça me travaillait, mais c'est pas possible. Mais comment on va pouvoir continuer comme ça? Parce que, comment dire, c'était énorme les quantités qu'on utilisait. Et du coup, ça a été quoi la bascule? Et du coup, donc j'étais en réflexion et en 94, j'ai commencé à avoir les premiers désordres par rapport quand j'étais exposé à l'utilisation des pesticides. Donc quand j'utilisais le pulvé pour épandre l'herbicide, les fongicides, les insecticides, etc. Donc tu as eu un problème quand même. Ah, j'ai eu des problèmes, ouais. Et c'est venu au fur et à mesure, insidieusement, hein, tu te dis, merde, pardon, il y a quelque chose qui n'est plus comme d'habitude, quoi. Hein. Après que j'avais fait un traitement, j'avais des désordres, tu vois. Puis c'est monté crescendo, mais rapidement, hein, en 2 ans. Car à chaque fois que j'étais exposé aux molécules, ben je réagissais plus fort. Donc j'étais obligé d'aller chez le Toubi. Donc, injection de corticoïdes en intraveineuse. Donc, à chaque traitement, j'étais rendu à ce stade-là. Et mon Toubi, mon médecin, il me dit, moi, je peux plus continuer à te suivre de cette façon-là. Il va falloir que tu consultes vraiment un spécialiste pour voir vraiment quel est ton problème, car c'est pas la solution de continuer avec des injections comme ça. Bon. Je suis resté sans aller plus loin. Et puis, il y a eu un épisode plus violent. Donc, j'ai chargé mon pulvé. J'ai mis un fongicide et un insecticide en même temps. Ça a fait un cocktail, quoi. Et j'ai dû respirer des vapeurs. Donc, sur la route, j'ai commencé à me sentir mal. Et comment dire, mais très mal, hein. J'avais le palpitant qui était monté peut-être à 180. Et puis, j'ai l'impression que mon sang bouillait, tellement que j'avais chaud, tu vois. Et comment dire, et j'ai eu le réflexe d'aller chez un voisin. Et quand je suis à peine arrivé chez lui, tout juste, j'ai descendu du tracteur, je suis tombé là, j'ai perdu connaissance. Donc là, forcément, on a appelé le médecin qui est venu sur place. Et là, il m'a dit, maintenant, direct chez le spécialiste. Donc il avait déjà... comment dire, le dossier, il avait renseigné tout ce qui m'était arrivé avant. Donc c'était un pneumologue, allergologue de Guingamp, docteur Lecouster, je me rappellerai toujours de lui. Il me regarde droit dans les yeux et puis il me dit, toi, vous, monsieur le provost, vous avez eu votre dose. Soit vous arrêtez ça ou vous changez de métier. Là, on a l'impression que tout s'écroule, hein, quand on dit ça, comment dire. Vraiment, j'ai eu du mal à encaisser ça. Mais il avait raison, il a été au moins honnête et direct avec moi. Et ça m'a aidé et permis de prendre les bonnes décisions, malgré que j'étais ébranlé avec ce qu'il venait de me dire. Et je peux dire qu'il m'a sauvé la vie, hein, parce qu'après j'ai pris la mesure et la gravité de l'utilisation des pesticides. Et autour, il y a d'autres. Tu as vu d'autres agriculteurs dans ce cas-là qui ont été victimes aussi Quand ça t'arrive, tu n'es pas à l'aise avec ça, parce que tu te dis, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait, tu te culpabilises, tu te dis, je comprends pas. Et puis le monde paysan, il a sa fierté. Tu vas pas dire à tes voisins que tu as des désordres de cet ordre-là. Du coup, moi, j'ai mis 10 ans pour pouvoir en parler à mes voisins. 10 ans 10 ans.
Et quand j'en ai parlé, ça a été violent. Déjà, quand j'ai fait ma conversion bio, on était précurseurs, on était peut-être 3 sur le canton qui démarraient. Donc en fait, on partait de 0. Et là, par tes collègues paysans, c'est vécu comme une trahison. Tu quittes le rang et du coup, on te le fait payer. Et ils te l'ont fait payer? De certaines façons, assidieusement. Mais malgré tout, comme j'avais fait le choix de ne plus utiliser des pesticides, de faire autrement, et d'avancer tout seul, car il n'y avait pas la vulgarisation à l'époque, les expériences des uns ou des autres, on partait de 0. Donc j'ai tenté des choses sur la ferme et qui avaient du résultat. Et moi j'appelle ça la vulgarisation par-dessus le talus. Les gens ils regardent ce qui se passe. Ils disent après tout, c'est pas trop mal ce qu'il fait. Et puis il a l'air d'aller bien, économiquement, il vient de changer son tracteur, tu vois, le regard des autres, tu vois. Et comment dire, et petit à petit, j'ai fait mon chemin. Et ce qui a été déterminant pour moi, c'est, comment dire, le président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor, que je connaissais par le biais de son beau-frère, tout ça, qui faisait partie d'un groupe d'échange et qui venait régulièrement visiter ma ferme pour savoir comment j'avais fait évoluer ma ferme. Et il me demande, tu veux pas organiser une porte ouverte sur ta ferme pour montrer ton système? Alors je lui dis tout de suite, mais là tu prends des risques de venir faire une porte ouverte chez moi. Car là, ça va remettre en cause ce que la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor préconise quand même. C'est un modèle conventionnel, intensif, optimisé. Là, tu prends des risques. Ah, mais ça fait rien, qu'il me dit. À un moment donné, il faudra changer quand même, qu'il me dit. Et alors... cette porte ouverte, on a eu... je crois que ça, c'était dans le cadre porte ouverte au mois de juin, Innovation. Donc, on faisait visiter un peu des fermes pilotes, tu vois. Et on a eu 250 personnes qui sont venues. Et là, on a présenté la ferme dans toute sa transparence, avec les résultats comptables sur la table, avec des schémas synthétiques, avec des tableaux et tout ça. Et là, suite à cette porte ouverte, il y a eu des conversions qui se sont enchaînées, car on était rendu en 2008-2009 quand il y a eu la crise laitière. Là. Encore, il y a eu les épandages de lait et tout ça en Bretagne. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Mais là, il y a eu un mouvement agricole assez par rapport au prix du litre de lait, quoi. Et du coup, comme le bio avait un peu le vent en poupe à cette période-là, il y a eu beaucoup de conversions. Parce qu'il y avait des gens aussi qui évoluaient dans leur système et qui se tâtaient un peu pour aller vers autre chose. Toi, tu as participé à cette grève du lait? Non, j'étais à Biolay. Ouais, voilà. Okay. C'est ça. Moi, j'avais fait mon choix en 99. J'avais adhéré à Biolay, entamé ma conversion en 99, car j'ai fait 3 ans comme ça en électron libre. Car je voulais être sûr, avant d'engager une conversion bio, que ça pouvait marcher économiquement. Car si ça n'avait pas marché économiquement, sans doute j'aurais évolué vers autre chose. Peut-être j'aurais arrêté le métier. Et ça, c'est une question un peu personnelle que moi je me pose vraiment en ce moment. C'est qu'est-ce que tu penses là de la conjoncture actuelle du bio qui se pète la gueule? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment t'expliques ça et tu dis quoi aux agriculteurs? Comment dire, le bio qui se pète la gueule, qui est vraiment on a une mauvaise passe. Parce que quand il y a eu la loi Egalim, on a dit 20% de bio dans la resto collective, dans restauration scolaire, les hôpitaux, les EHPAD. Donc on pouvait engager des conversions. Sauf que c'était qu'une préconisation, il n'y avait aucune obligation. Et au lieu d'avoir les 20%, on n'a eu que 6% de bio dans la resto collective et scolaire et tout ça. Et forcément, les opérateurs, Biolay et les autres collecteurs, que ce soit Lactalis, la CIL et tout ça, ils ont encouragé les conversions. Sauf que, on s'est planté et ça s'est passé dans toutes les productions. Et en plus, après l'épisode Covid,
il y a eu la période inflationniste. Donc forcément, il y a eu des arbitrages qui ont été faits par les achats des consommateurs. Donc ça a été encore une double peine pour le bio. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé encore le bio? Le bio avait le vent en poupe à un moment donné. Et là, je pense qu'ils pensaient que ça allait rouler tout seul. Mais sauf qu'il faut toujours communiquer, toujours mettre en avant. Et d'autres l'ont fait à notre place. Les labels, la HVE, la haute valeur environnementale. Et en fait, ces labels, ces critères-là ont siphonné les aides qui étaient destinées à la bio. Donc encore un coup par-dessus encore. C'est ça qui s'est passé. Mais avec la reculade aujourd'hui qu'on a sur les pesticides, car c'est une reculade, hein, c'est une catastrophe même, hein, la façon qu'on a reculé là-dessus. Hein, parce que les lobbies, ils savent faire, et ils ont gagné. Et le gouvernement a cédé. Et puis voilà. Mais c'est une catastrophe. Donc il y a des consommateurs qui se disent quand même, on ne va pas continuer à se faire empoisonner quand même par notre alimentation. Donc le bio est en train de repartir là. Il y a des chiffres, les derniers chiffres là que j'ai connaissance là. Ça y est, ça remonte. Mais ça fait du dégât. Hein. Mais ça va remonter car c'est pas possible de continuer à s'empoisonner en toute connaissance quand même. Mais ça m'a ouvert les yeux de travailler le dessus du sol, les arbres, la faune. Ça m'a ouvert les yeux sur le dessous du sol, les vers de terre, les bactéries, les champignons et tout ça, et l'impact que peut avoir mon travail. Je suis riche du sens que je donne à ma vie, à mon métier, et puis et à la notion de durabilité. Pour moi, il peut y avoir des accidents demain. Je suis plus solide comme ça que si j'avais pas fait tout ça. Alors nous sommes donc une association, on a un peu plus d'1 an d'existence, donc on s'appelle l'éclairage public, sous-titre Fini de se taire, tout un programme. On a déjà fait des ciné-débats sur Morlaix, puisqu'on couvre en fait de Morlaix à Plouguerneau à peu près. On a fait des choses sur l'électricité, l'énergie, sur l'évasion fiscale, sur les pesticides. Voilà, et on essaye l'idée étant d'avoir un soutien pour réfléchir ensemble. Voilà, donc on remercie, le cinéma de l'Esnevin de nous accueillir. Demain soir, nous sommes à Morlaix, à la Salamandre. Samedi après-midi, nous sommes à Saint-Renan. Et dimanche après-midi, à Renarpens, à Châteaulin. Donc c'est une vraie tournée, en fait, dans le Finistère Nord avec ce film. De croire qu'on définit une fois pour tous une politique, que pendant des siècles ensuite on la poursuit, c'est absurde. En 60, nous étions déficitaires du point de vue alimentaire. Vous étiez aux commandes en 60, hein? Oui, je suis même l'un des inventeurs de la politique agricole commune, j'en assume la responsabilité. Et nous nous sommes lancés dans un effort tendant à faire de l'Europe un espace non seulement autosuffisant, mais exportateur. Lorsqu'en 1975 on est arrivé à ce résultat, et on y est arrivé à peu près à cette époque-là, il aurait fallu à l'époque changer de politique, car il faut changer les politiques qui ont réussi, car elles ont changé le monde auquel elles s'appliquaient, et là on a continué. Donc je crois qu'on a très tard pris conscience de ce que le modèle qu'on avait adopté aurait dû être changé. Est-ce qu'il est trop tard? Jamais. Car je crois qu'il est encore temps de reconsidérer un certain nombre de choses et de prendre en compte l'environnement, même si c'est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'aurait été en 1975, c'est indispensable, car la Terre commence à être harassée par ce que lui demandent les hommes. Et un deuxième personnage qui m'a encore plus étonné, à qui vous avez donné la parole, c'était Dumont. J'étais très étonné de son discours, et j'ai réfléchi un petit peu entre-temps, en me disant quand même qu'il avait écrit dans les années 60 « L'Afrique noire est mal partie », et peut-être qu'il était resté, en tant qu'ingénieur agronome, sur ces clichés qu'il fallait nourrir l'Afrique. À la fin du documentaire, vous donnez la parole à des paysans, vous dites que justement nos exportations viennent contrer les agricultures vivrières des pays du Sud. Je pense que René Dumont ne tiendrait pas le même discours aujourd'hui que celui qu'il a tenu dans les paroles qu'il a dites dans le documentaire. Parce que j'étais très étonné justement pourquoi vous avez choisi ces paroles-là. Alors honnêtement, on ne l'a pas vraiment choisi, très honnêtement.
En fait, j'ai cherché des archives de quelqu'un qui dit ça, d'un décideur de l'époque qui dit ça. Et j'ai cherché, et la seule que j'ai trouvée, avec quelqu'un qui le dit aussi clairement, parce qu'il a un franc-parler, c'est Dumont, pas de peau. Pour préciser pourquoi il dit ça, à ce moment-là, il est en débat avec... et c'est un peu un regret, c'est-à-dire qu'il débat aussi avec Michel Debatisse, qui est le président de la FNSEA à l'époque. Et c'est vraiment... Donc les trois personnages sont d'accord. Donc après, c'est quand même marrant, Michel Debatisse les remercie, mais j'aurais préféré que ce soit Michel Debatisse qui dise ça. Mais il le dit beaucoup moins clairement. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est à l'époque, les États-Unis ont un monopole. Et donc du coup, il est stratégique pour la France, mais même pour les pays du Sud, de concurrencer les États-Unis pour que les Américains n'utilisent pas cette arme alimentaire sur les pays du Sud. Mais donc du coup, il y a quand même une forme d'hypocrisie. Voilà, c'est un peu le contexte de pourquoi il dit ça. Peut-être que même à l'époque, peut-être que dans d'autres circonstances, il ne l'aurait pas dit. Voilà, mais après, il le dit, et puis voilà, c'est comme ça. Marie-Françoise a posé deux bonnes questions là, parce qu'en fait, moi je découvre le film, je l'ai pas encore vu, je l'avais pas encore vu avant ce soir, mais ça conforte, et c'est d'ailleurs assez rigolo parce que en fait je ne m'attendais pas à entendre ce genre de discours de la part de céréaliers. Bon, je pourrais vous expliquer un peu pourquoi plus tard, mais en tout cas, Pisani, c'est quand même celui qui a dit, il a dit dans le film Small is Beautiful, il a dit, nous nous sommes trompés. Vous avez vu ce film? J'imagine certains d'entre vous ont vu ce film. C'est pas un film qui est très récent. Small is Beautiful pose le problème déjà de l'agriculture productiviste agro-industrielle depuis des années. Et Pisani, il dit, nous nous sommes trompés. Le discours de Dumont, effectivement, est assez étrange dans ce film-là, je ne l'avais pas noté. Mais il est bien évident, moi je suis un observateur de l'agriculture depuis 50 ans, au moins. Il est bien évident que les choses que l'on vous dit aujourd'hui, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Ici, vous savez, ce bouquin, j'ai un petit bouquin là, ça s'appelle « Les paysanneries françaises ». Je l'ai trouvé dans une recyclerie au Guilvinec il y a 2 ans, au poids. 1 euro le kilo, c'est-à-dire 25 centimes, 250 grammes. Ce bouquin, c'est de Michel Blanc. C'est un ingénieur de l'INA qui a écrit ce bouquin en 1977. C'est-à-dire avant que moi je ne fasse mon BTA, avant que je ne fasse mon BTSA, avant que je n'aille en école d'ingénieur. Je n'ai jamais entendu parler de ce qui est écrit là-dedans. Or, tout ce que vous avez entendu ce soir était déjà dans ce bouquin. Ça veut dire qu'en fait, on a aujourd'hui, la même chose que ce qui existait il y a à peu près 50 ans, une classe politique qui n'en a rien à foutre, qui traite les paysans comme des chiens, et ça continue et personne ne dit rien. Donc ce bouquin, je le disais, est sorti en 1977, il n'a jamais été présenté dans les écoles d'agriculture. Donc ça veut dire qu'il y a une collusion totale entre le ministère des Finances, Bercy en France, et tous les exécutifs qui se sont suivis depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, et également tous ceux qui ont été mis au ministère de l'Agriculture. À part peut-être Édith Cresson et Jean-Jacques Foll, peut-être on pourrait considérer que tous les ministres de l'Agriculture sont des ministres de la FNSEA, CNJA. J'espère qu'il y en a dans la salle. En tout cas, moi je les aime bien, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que nous avons à la fois, effectivement, une politique publique qui a mis les choses en place, qui s'est en plus bien foutu de nos gueules de petits techniciens supérieurs et ingénieurs, et qui produit tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 3 ? Oui, oui. Alors, si je vous dis par exemple ce que dit Michel Blanc dans son bouquin ici. En 70, si on prend 3 paysans qui font à peu près la même chose, il y en a un qui gagne 100 000 francs. Un autre qui gagne
60 000 francs. Puis un autre qui gagne 20 000 francs. Ok? Vous avez un groupe, au sens, ce qu'on appelle les groupes, au niveau des centres d'économie rurale, par exemple, on parle comme ça, on fait des groupes. Donc la moyenne, c'est quoi? 100 plus 60 plus 20, ça fait 180, divisé par 3, ça fait 60 000. 10 ans plus tard, le premier, il est passé à 80 000 francs. Et puis le second, il est tombé de 60 à 50. Par contre, celui qui était à 20, il n'est plus là. Il en reste 2. Alors, ça fait combien? La moyenne? 65. Ça veut dire qu'en fait, en 10 ans, le revenu des paysans, il a augmenté de 5 000 francs. C'est ce qu'on voit dans tous les rapports qui ont été faits jusqu'ici. Moi qui suis les analyses de conjoncture du CER depuis des années, voilà, le revenu des paysans, il augmente. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une question? Oui. L'agriculture, il y a déjà la différence à faire entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique. Moi, je suis de ceux qui ont commencé à faucher des OGM en 2003. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'INRA, ils nous avaient fourni une petite étude. L'étude, ça s'appelait « Dissémination des pollens de moutarde OGM à 35 km ». C'était à Dijon. Voilà. Ça veut dire la cohabitation impossible. Quand les pollens de moutarde OGM se baladent à 35 km, il est impossible d'avoir un paysan bio à côté qui fait de la moutarde non OGM. Donc quand on me parle, moi, de différents types d'agriculture, moi, ça me fait rigoler. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de casser complètement toute la bio. Ça fait 2 ans, on casse la bio. Alors, pourquoi on casse la bio? Parce que, effectivement, il n'y a pas de place pour d'autres sur le marché, tout simplement. Il suffit de lire ce que dit Leclerc, ce que disent Intermarché, les mousquetaires, etc. Il n'y a pas de place pour tout ça. Il faut dégager. Voilà. Et il y a 31 organisations aujourd'hui qui ont porté des articles là devant l'Assemblée nationale pour la future loi justement d'orientation. Ils viennent de découvrir par exemple que il n'y avait plus la demande. Dans l'article 1 du Code rural, ils ont shooté les 18% en agrobiologique qu'on n'avait jamais mis auparavant. Aujourd'hui, on est à 9%. On devait être à beaucoup plus que ça. On demande 18% en 2027. On demande qu'il y ait 8% de couverture de légumineuses en France. 8% de la SAU. Bon, je ne suis pas persuadé que ce sera dans le Code rural demain. Donc ça veut dire qu'en fait, il y en a qui sont aujourd'hui toujours dans la même perspective. Bon, vous avez cité Macron avec son numérique, sa robotique et sa génétique, mais je pense que ce n'est pas le seul et qu'il y a toute une clique là de soi-disant syndicalistes qui disent on défend le paysan. Non, ils ne défendent pas les paysans. Ils se défendent eux-mêmes. C'est-à-dire en fait, plus il y a de monde à s'en aller, plus le gâteau est grand. Pour eux. C'est-à-dire en fait, plus la part est grande pour ceux qui restent. Ils sont toujours dans cette logique-là et ils le sont depuis déjà 50 ans. Tout à l'heure, je vais vous donner un petit exemple. En production laitière. Production laitière, en 2000, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, une unité de travail humain, c'est-à-dire un salarié ou un exploitant qui est spécialisé en production laitière, s'occupait en 2000 de 150 000 litres de lait. D'accord? Et l'étude comparative montrait ce qu'était la production d'une UTH laitière en 2020. 326 000. Ok? On passe de 150 à 326 000. Le revenu disponible en 2000 à la tonne de lait, c'était 120 € la tonne. En 2020, 63 € la tonne. Ok? Donc, petit calcul tout bête à faire. 120 € la tonne par 150, ça fait 18 000 €. Et puis, 63 multiplié par 326, ça fait 20 536 €. Bon. Alors, au début, je ne comprenais pas trop. Je dis les volumes sur le revenu, on passe de 18 000 à 20 536. Je dis à l'intéressé, donc, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, il y a un facteur de biais.
entre 2000 et 2020, il y a 49% des producteurs laitiers qui ont disparu en France. Qui c'est qui a disparu? C'est pas ceux qui étaient au-dessus de 18 000 en 2000, c'est ceux qui étaient en dessous de 18 000, de 3 000 à 15 000 par exemple. Donc il suffit de faire un petit calcul tout bête pour se rendre compte qu'en 2020, si cela avait disparu entre-temps, là, on ne devait pas être à 20 536, on devrait être à 30 000, 32 000. Bon, après, il y a d'autres paramètres qui sont à prendre en compte. Je n'étais pas très content de ma réponse à l'intéressé. Quand je suis revenu à la maison, je me suis mis sur mon ordinateur, je calculais. À combien était le SMIC en 2000? Ah. Attends. Donc, je cherche le SMIC en 2000 et je cherche le SMIC en 2020. Et je fais le calcul. 18 000 sur le SMIC en 2000, 20 536 par le SMIC en 2020. On était à 1,56 SMIC annuel en 2000. On est à 1,16 SMIC annuel en 2020. Quelle est la profession, quels sont les travailleurs dans ce pays qui accepteraient 20 ans après d'être payés à 0,4 SMIC en moins, hein? Et quels sont les syndicalistes de merde qui les soutiennent soi-disant et qui ne disent rien? On va abaisser le prix des céréales à peu près au niveau du prix du marché mondial et on va verser des aides aux agriculteurs qui compensent ces baisses de prix. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette aide, au total pour l'agriculteur, elle est proportionnelle à la surface totale dont il dispose. Désormais, les agriculteurs vendront au prix bas et fluctuant du marché mondial. En guise de compensation, ils toucheront une aide de l'Europe. Mais cette aide ne couvrira en réalité qu'une partie de leurs pertes. Et surtout, dépendra de la taille de leur ferme. On a eu l'occasion l'été dernier, je crois, de voir des jeunes diplômés de AgroParisTech dénoncer les liens avec les labos et la pétrochimie. Vous qui sortez une attente d'école, il n'y a pas bien longtemps, quel profil, quel état d'esprit avaient les jeunes diplômés qui sortaient en même temps que vous, enfin dans votre groupe? Dans ma promo? Oui, dans votre promo, ouais. Bon, nous, on a été diplômés juste l'année d'avant de ceux qui ont pris la parole, donc tout ça, c'est même... en fait, sur une promo à AgroParisTech, on est 300, et déjà, il faut dire qu'il n'y en a qu'un quart, je dirais, qui vont s'occuper d'agriculture de près ou de loin. C'est-à-dire que maintenant, c'est des écoles ultra généralistes. Donc là, je parle vraiment des grandes écoles publiques. Les écoles, les plus petites écoles publiques d'ingénieurs agronomes, c'est un peu plus technique. Les écoles privées d'ingénieurs agronomes, c'est quand même, là, ça reste plus technique. Mais je dirais les 5 grandes, c'est très, très généraliste. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui vont faire autre chose. Et après, l'état d'esprit aussi, l'autre chose, c'est que c'est vraiment, c'est très élitiste. Donc, c'est quand même un peu de reproduction, enfin c'est beaucoup la bourgeoisie, du coup moi je pense qu'on est quand même sensibilisé, on est ouvert, on a une grande diversité d'intervenants, on a accès à ce qu'on veut en termes d'information, etc. Après il y en a beaucoup, et justement ceux qui ont pris la parole là, les 6 ou 7, c'était pour dire que d'appeler la promotion, les camarades à se réveiller, parce que en réalité, la plupart, ils vont aller travailler dans l'agroalimentaire et essayer de changer les choses de l'intérieur, travailler sur comment on va faire un emballage qui pollue un peu moins, etc. Mais en réalité, du coup, c'est continuer de travailler pour ces structures puissantes, et ça, c'est quand même la grosse majorité. En plus, je pense que la majorité veut bien faire, a quand même une conscience écologique, mais globalement, voilà. Il y a une vraie réflexion à avoir sur comment permettre à tout le consommateur européen de se payer ses produits de qualité, ce qui actuellement est quelque chose qui est complètement occulté. On a participé en effet à faire tout un programme de recherche sur les variétés anciennes de blé de Redon, là, il y avait 400 grains de blé en Bretagne qui avaient été glanés par un chercheur, qui avaient été stockés dans un laboratoire. Donc on les a ressortis pour les observer en champ, puis les multiplier, et puis refaire du pain avec pour refaire des blés paysans. Voilà. Et c'était un travail
de recherche d'un programme qui s'appelait Pays Blé. Après, on a fait la même chose, mais avec d'autres variétés de plantes, et surtout de grandes cultures, comme on voit là. On en a vu un moment même de la cameline, je crois. Et donc, moi, j'avais fait une multiplication de cameline, comme ça, il y a 2 variétés en France. Il y a la variété commerciale, puis il y a une variété population. Quand j'ai participé à la multiplication au départ avec Véronique Chable, là, et du coup, c'est chouette parce qu'on voit avec le temps, quand même, que même si c'est un travail de long terme de faire de la multiplication variétale, ça paye quand du coup c'est cohérent d'un point de vue agronomique et puis alimentaire. Et voilà, donc il y a plein de choses à faire pour qu'on puisse avoir des bons produits à manger et faire de la valeur ajoutée sur les territoires. Parce que c'est vrai que vendre au prix mondial c'est intéressant, nourrir le monde aussi, mais il faut déjà nourrir le village, c'est déjà pas mal. Déjà après, ça n'empêche pas de faire les deux, c'est-à-dire nourrir le monde mais aussi le village. Et quand on n'a plus qu'un tracteur 300 chevaux qui tourne autour du bistrot avec tous les mecs au RSA, c'est un peu dommage. Donc voilà, on a aussi, au travers de ce travail sur les blés paysans, on travaille aussi sur les paysans boulangers, ce qu'on appelle aujourd'hui les paysans boulangers. À l'époque, ça n'existait pas trop, mais puis on se moquait bien de nous. On nous disait encore qu'on était original, que c'était une niche. Et puis, du coup, voilà, on a vu que bien non, c'est un modèle de ferme qui fonctionne d'un point de vue économique, et puis aussi d'un point de vue humain, et puis de lien aussi social avec les villages où on peut aussi refaire du pain à la ferme. Ça permet à dégager une forte valeur ajoutée, parce que les fermes, elles ont besoin ainsi de trésorerie, de faire du revenu, du chiffre d'affaires. Donc il faut, suivant la ferme qu'on a, on ne peut pas non plus tout savoir une ferme de 200 hectares dans l'Est, dans la Champagne. Moi j'ai 25 hectares là, entre la 4 voies et la voie ferrée, c'est pas le même délire. Donc il faut quand même faire avec ce qu'on a. Et voilà. Quand la banque elle arrive et puis qu'elle te dit maintenant il me faut les sous, bah, c'est la vente du cheptel, c'est la vente des biens, et puis bah, tu te retrouves avec plus rien. Puis voilà. Donc on est en permanence en train de calculer, et puis on est en permanence en train d'espérer que le climat soit sympa avec nous. Et puis bah, les cours à la date d'aujourd'hui, c'est mondial, donc on n'y peut rien. Tu sèmes du blé et puis t'espères qu'à la moisson, il sera bien payé. Mais quand je le sème, à la date d'aujourd'hui, moi quand je le sème, je sais pas comment, 6 mois après, ça sera la surprise. J'ai trouvé un peu dommage ce qu'a dit Pisani, parce que c'est pas lui qui a inventé le système. Il a peut-être bien des mérites politiques, Pisani en particulier, pour mettre fin à la guerre d'Algérie, si ma mémoire est bonne, mais il n'a pas inventé en 1961 la politique agricole communautaire. Il faut vraiment prendre les gens pour des imbéciles pour leur faire croire qu'en quelques mois, on a réglé tout ça. C'était déjà dans les cartons du GATT, il en a été question à un moment, qui a été créé à la fin des années 40, et la meilleure preuve, c'est complètement manipulatoire de faire croire que l'Europe et l'opposé est une arme contre les États-Unis, puisque l'article 24 du traité qui instaure le GATT prévoit une exception à ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée, de telle sorte qu'on puisse être à la fois membre du GATT et membre d'une union économique régionale comme l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que tout cela est pensé depuis fort longtemps, et quiconque, comme je le dis à chaque fois, considère que tout ce que je viens de dire c'est du complotisme, il faut me démontrer que tout ce que j'ai dit est faux, ce que je ne crois pas. Merci. Je veux bien répondre. Voilà. Non, tu n'es pas complotiste du tout. Merci. Non, je pense qu'effectivement, les choses n'ont pas démarré, comme le dit Pisani en 61, avec la PAC. Les choses sont dans les tuyaux depuis bien
tôt que ça. 47, c'est le GATT qui se met en place. C'est pas 61. Moi, je suis de ceux qui... j'ai analysé avec mes différentes activités dans le monde agricole. J'ai toujours cherché à comprendre justement le pourquoi. Quand je dis qu'effectivement, le système politique de quelque bord qu'il eût été depuis les années 50, tous les exécutifs, qu'ils aient été de gauche ou de droite, ou d'abord de droite, et puis après 81 de gauche, ont toujours eu les yeux rivés sur quoi? Sur la balance commerciale qui devait être excédentaire en agriculture pour contribuer à ce que le commerce extérieur français renvoie un petit peu de sous pour financer le manque de pétrole qu'on avait. Tous les secteurs ont été mis à contribution, mais l'agriculture en particulier, un ministre de l'Agriculture, qu'est-ce qu'on lui dit quand on est à la FNSA? Il faut que ça continue comme c'est parti, parce que de toute façon, vous rapportez 10 milliards d'euros par an dans la caisse. Et terminé. Et c'est tout. Par contre, ce qu'il faut quand même se poser comme question, c'est comment est-ce que tous ceux qui ont été dans le secteur de l'éducation agricole, puisque le ministère de l'Agriculture a son propre secteur éducatif, une sorte de rectorat à l'intérieur, c'est à se demander quand même comment est-ce qu'on a réussi à faire passer tout ça. C'est-à-dire le progrès, c'est bien, mais toutes les implications qu'ont eu les avancées technologiques aujourd'hui, quand Macron il parle de numérique, de robotique et de génétique, on est en plein dedans encore. C'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, on va pouvoir changer les choses en travaillant sur une petite cellule, on va fabriquer des clones par exemple. Nous, chez les faucheurs, on combat les OGM. Et aujourd'hui, les nouvelles techniques génomiques, parce qu'on travaille sur des clones demain. Des clones qui sont des clones pesticides, au sens où soit ils se fabriquent leurs propres pesticides, soit ils résistent aux pesticides. Et en plus, ils sont brevetés. Voilà. Le brevetage du vivant, Et comment est-ce qu'on a accepté tout ça? Comment est-ce qu'on a accepté tout ça? C'est là la vraie question. Moi, je pense que ce qu'a mis en place une politique publique, seule une politique publique peut changer. Voilà. Alors, il y a pas mal de gens qui viennent de partir, donc je propose peut-être 2-3 mots de conclusion et qu'on se quitte à peu près tous ensemble. Ouais. Alors comment je conclurai? Moi, là, j'ai l'impression qu'on a aussi perdu des gens parce qu'on part dans qui, à 70 ans, avait machiavéliquement pensé. Ce qui est vrai, tout ça, c'était pensé, c'est des idéologies, etc. Après, la question, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, j'aurais peut-être dû aller au bout comme ça. Mais voilà, en Champagne, il y a plein de choses super intéressantes. Il y a des filières qui peuvent se créer. Et voilà, ils font du chanvre, qui est une culture hyper intéressante d'un point de vue écologique, parce que c'est une culture pérenne, qui reste plusieurs années en place. Donc du coup, il y a besoin de mettre, elle est très, très résistante, donc il y a besoin de mettre quasiment pas de traitement. Et là-bas, ils disent que dans le champ, tout est bon, on peut l'utiliser dans la plasturgie pour les autos, on peut tout faire, le BTP, tout, avec du chanvre. Et il y a la plus grosse chanvrière d'Europe qui est en Champagne-Crieuse. Et donc, nous, quand on était sur le terrain, et il y avait le président de la chanvrière qui disait il faut nous donner du poids, il faut nous donner. Et là, il y a une vraie filière qui peut se créer. Ça, c'est un exemple de filière à des grosses échelles. Après, voilà, tu parlais de Camine et tout. Enfin, là, il y a plein de paysans qui font des trucs incroyables, qui sont en train, c'est pas revenir en arrière, ils sont en train de créer des trucs nouveaux en compilant les connaissances d'aujourd'hui, etc. Et donc, vraiment, voilà. Moi, ce film, il peut être un peu abasourdissant, mais parce qu'il est important pour nous de dire que il y a ces freins qu'il faut surtout pas oublier. Et du coup, pour combattre ces freins, moi j'aime bien dire que aujourd'hui, les paysans, ils sont plus qu'une fraction de la population. Voilà, c'est 1,5% des travailleurs. Dedans, beaucoup sont instrumentalisés. Et donc, pour faire avancer les choses, ils ont besoin, et il est tout à fait légitime et nécessaire que la société, que le grand public se préoccupe de ces questions-là et vienne à la rencontre des agriculteurs. Et c'est un peu le message que j'adresserai, c'est sans l'aide du reste de la société,
on n'y arrivera pas. Et voilà. Sans l'aide de la société et sans qu'il y ait de changement également en tant que nous sommes, en tant que citoyens qui consommons. Hein, qui c'est qu'à manger des pâtes de cochon ici depuis le 1er janvier? Manger des quoi? Des pâtes de cochon. Non? Ça vous dit rien? Des pâtes. Des pâtes. Des cochons, il y a 4 pattes. Des pieds, quoi. Ouais. Des pieds panés? Ouais. Quelqu'un qui a mangé des pieds de cochon depuis le 1er janvier? Non. Eh ben non. On trouve par contre dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, ils sont pas chers. C'est ce qu'on appelle les marchés de dégagement. Ah oui. Hein. Par contre, si je pose la question, qui c'est qui a mangé du jambon? Tout le monde? Manger du jambon? Non? Ah ben non. Ah ben non, il y a les véganes. Ah oui, excuse-moi, les véganes. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous avons notre propre responsabilité dans la façon de consommer. Aujourd'hui, je vois par exemple des filets de poulet. Bon, c'est assez rare aujourd'hui même dans les supermarchés de trouver du poulet entier. Ouais. Trouver des filets de poulet. Où passe le reste? Bon, ça va dans la transformation. Et il y a beaucoup de choses qui partent directement sur des marchés de dégagement. Ces marchés de dégagement, ce sont justement les... vous voyez, quand on envoie un cargo ici, il faut bien en ramener quelque chose derrière. C'est ce qui est expliqué dans le film. C'est-à-dire que si vous initiez des routes à l'exportation, vous avez aussi des routes à l'importation. Ok? Voilà. L'un des problèmes majeurs de l'agriculture française, c'est justement ce tropisme vers les exportations. Alors, je vais conclure, celui-là. Je vous invite aussi, comme mes collègues, là, du coup, évidemment, à participer. Il y a plein de choses à faire, mais on peut faire des choses simples aussi. Hein. On n'est pas obligé de faire des machines à gaz comme Pisani ou comme McKinsey, mais on peut faire des choses simples dans le territoire, ne serait-ce que d'échanger avec un agriculteur qui veut transmettre, enfin qui doit transmettre, puisque tous les agriculteurs transmettent depuis la nuit des temps les terres qu'ils cultivent. Donc voilà, puisqu'on n'a pas parlé de foncier, enfin on n'a pas beaucoup parlé de foncier dans le débat, parce qu'on a parlé un peu de semences, mais c'est deux sujets moi qui m'ont toujours porté. Du coup voilà, je sais que dans le Léon ici il y a beaucoup de foncier, mais du coup il y a plein de jeunes à installer, il y a des belles terres ici, je pense que... Qui ne pouvaient pas? Ils ne pouvaient pas s'installer, puisqu'il y a un peu plus gros qui a racheté le foncier avant eux. Là. Voilà, 3 jeunes, ils ne sont pas là. Et du coup, moi, qui ai dans ma carrière eu des problèmes de foncier, je sais qu'un appui quand même de la société civile et puis de la population locale, communale, peut favoriser quand même l'installation de quelques jeunes. Parce que des fois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est plus facile de donner la terre à l'agrandissement, mais qu'en fait, on peut arriver à faire les choses humainement, simplement. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à mettre la main à la pâte simplement. Je vous remercie en tout cas. Aujourd'hui, on nous dit il faut être compétitif. Alors moi, je veux bien être compétitif, c'est-à-dire qu'il faut faire un minimum 100 tonnes hectares pour avoir un résultat économique satisfaisant. Pour faire 100 tonnes hectares, il n'y a qu'une solution à ce jour, ce sont des engrais, ce sont des protections phyto. Quand on voit que dans le Corn Belt, aujourd'hui, un actif peut s'occuper seul de 800 à 1000 hectares en maïs soja, il n'y a pas beaucoup d'exploitations agricoles qui en sont à ce niveau-là en France, en termes de surface, d'équipement par actif qui permet de tenir seul une telle surface. Donc c'est vrai que les agriculteurs français, ils ont à subir, sans aucune protection, la concurrence d'agricultures qui sont équipées d'équipements beaucoup plus performants, mais qui ont aussi des utilisations de produits phytosanitaires qui leur permettent de simplifier leur travail, de gagner du temps, etc. Donc il y a bien effectivement des inégalités de ce point de vue-là.